C'est bien cela. Ça veut donc dire que vous, Virgile Awansé, aujourd'hui, vous êtes une autorité administrative. Quelqu'un commet un acte qui est qualifié de crime. Il vous appelle. Quelle devrait être votre réaction? C'est de dénoncer. On ne prête pas assistance à un crime. Mais là, on a plus l'impression que on a prêté assistance à des criminels qui ont avoué avoir essayé de kidnapper quelqu'un. La première question qui saute à l'œil aujourd'hui, est-ce que c'était pour enlever la personne que ces personnes étaient parties au Togo? C'est la première question. La réponse qu'on peut suggérer, c'est quoi selon vous? Non. Est-ce que c'était pour le kidnapper qu'ils sont partis au Togo? Est-ce que ce n'est pas la providence divine qui a mis un peu de sable dans le jeu et qui a obligé à ce que l'affaire soit connue? C'était pour, en fait, l'achever, c'est ça? Ah non, on peut supposer, parce que tout ce qui est fait dans le noir, tout ce qui est fait dans la cachette en catimini n'est pas forcément fait pour quelque chose de positif. Moi, je n'y crois pas. Je dis maintenant, il s'est fait que nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Peut-être que la personne polémique de notre village qui a lancé l'alerte ne l'aurait pas fait. Que peut-être que cette affaire aurait eu une autre tournure. Maintenant, il a fallu maintenant que cette personne soit présentée devant la criette pour qu'on sache. Maintenant, en droit, vous savez comment ça s'appelle? Dites-nous. C'est du recel et du blanchiment de crime. Recel et blanchiment, de crime. Ça veut dire que on a bénéficié, on a profité des fruits d'un crime. Le fruit du crime, c'est le kidnapping. On a kidnappé quelqu'un qu'un tribunal a accepté. C'est un peu comme si le tribunal venait blanchir tout ce qui s'est passé jusqu'à sa présentation devant lui. C'est-à-dire que la criette s'est comportée un peu comme si c'était pour donner une image beaucoup plus positive à tout ce qui a précédé jusque-là. Comment Steve Amoussou s'est retrouvé devant le tribunal, nous ne savons pas. Nous, on ne savait pas. On aurait dit que peut-être, si on n'avait pas su qu'il a été kidnappé, peut-être qu'on nous aurait dit qu'il y a eu un mandat qui a été lancé contre lui et qu'il a été arrêté à Azové. Ou qu'il a été arrêté lorsqu'il était en train de boire du sodabi à Posotome ou bien à Djakotome. Mais il s'est fait que quelqu'un avait déjà lancé l'alerte et on a dit non, il a été kidnappé. Et jusqu'à ce que le communiqué du village voisin sorte, personne n'avait reconnu qu'il avait été kidnappé. Personne n'avait avoué qu'il avait été kidnappé. C'est le communiqué du village voisin qui est venu éclairer et qui a donc peut-être précipité ce qui s'est passé le mardi 3 dernier. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Une nébuleuse que cette affaire Steve Amoussou. Une nébuleuse qui ne finit plus de s'étendre. Cette semaine, elle a livré encore un nouvel épisode. C'était ce mardi précisément avec le jugement puis la condamnation des ravisseurs de Steve Amoussou. Nous allons y revenir tout comme nous remonterons tout ce dossier difficile à comprendre. C'est d'ailleurs ce que nous allons essayer de faire, c'est-à-dire essayer de comprendre cette affaire et surtout ses non-dits. Et pour réussir cet exercice, nous avons invité pour vous un acteur à la fois juriste élaboré et politique avéré, Noureddine Saka Saleh, son nom. Noureddine Saka Saleh, bonjour, bienvenue. Bonjour Virgile et merci beaucoup. J'aime bien la prudence que tu prends en présentant ce dossier sous l'appellation de Steve Amoussou, parce que c'est bien la seule appellation que nous devons lui donner. On va y revenir. En tout cas, merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir à chaque fois, Virgile. Est-ce que Noureddine Saka Saleh, malgré votre background, je le disais tantôt, vous aussi, vous ne vous perdez pas parfois dans ce dossier, cette affaire Steve Amoussou? Le Steve Amoussou Gate, au-delà de la putréfaction que ça a révélé d'une manière ou d'une autre dans les comportements humains et même dans la manière dont l'opinion publique se précipite pour condamner et même crucifier certaines personnes, a quand même titillé en moi cette célérité sans pareil de la justice béninoise, notamment de la criette, parce que je crois que vous savez que j'ai assigné certaines personnes devant le tribunal de première instance de Cotonou. Bien sûr, dans des confrères. Et vous m'avez reçu déjà en 2022 là-dessus. Depuis la date à laquelle j'ai assigné ces personnes, jusqu'à la date à laquelle nous parlons aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de fin, comment il faut dire, de dénouement. Il n'y a pas encore eu de jugement, il n'y a pas encore eu un verdict. Il y a eu des
du dilatoire, jusqu'à la date à laquelle on parle, il n'y a pas encore eu de décision. Alors vous semblez stigmatiser un trait de notre justice. À tort ou à raison, on dit qu'elle est sélective parfois. Je me suis demandé si c'est moi qui ai mal saisi la juridiction ou alors si c'est moi qui ne devais pas saisir la juridiction, parce que aujourd'hui, après les plaidoiries même des avocats, les avocats qui ont plaidé, qui reviennent ensuite à la charge pour contester la compétence d'une juridiction dans le cadre de la question du harcèlement par voie électronique, alors que le tribunal de première instance de Cotonou est celui qui a condamné votre confrère Ignace Soussou pour des faits de harcèlement par voie électronique, vous vous rappelez. C'est le même tribunal qui a condamné le défunt Jean Poton. Mais aujourd'hui, on a l'impression, et j'ai l'impression, la vilaine impression, que les personnes que j'ai citées à comparaître se débattent pour amener le dossier devant la criette. Et quand je vois la manière dont ça évolue aujourd'hui et la manière dont la criette fonctionne, ça me laisse le vilain sentiment que tout est fait pour aller devant la criette parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup plus la main par là-bas. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je réfléchisse autrement et que je saisisse la criette dans ce cadre, parce que je veux savoir si on peut me menacer de mort sans traitement, sans jugement de cette affaire-là, qui dure aujourd'hui quasiment plus de 2 ans. Alors, puisque vous en parlez, puisque vous parlez de vous, Noureddine Saka Saleh, parlons-en. Cette affaire, elle en est où, elle en était où? Alors, on a déjà plaidé 2 fois. Les plaidoiries ont été faites. Au début, les cités à comparaître narguaient la justice, ils ne se présentaient même pas. Et curieusement, la veille, c'est-à-dire quand je dis la veille, 2 semaines avant le délibéré, curieusement, il y a un avocat qui se présente et qui demande le rabat du délibéré pour que la cause soit entendue à nouveau. Donc, bon, mon avocat, il m'a conseillé qu'on s'y soumette à titre de bonne foi, puisque c'est moi le plaignant, c'est moi la victime présumée. Donc, on s'y est soumis, on est retourné, donc j'ai été interrogé à nouveau devant eux. Il y a eu une autre date de délibéré qui a été donnée, et c'est à cette nouvelle date-là maintenant, après moult péripéties, que les mêmes avocats qui ont plaidé, c'est-à-dire quand on va au niveau de la plaidoirie, c'est que on ne conteste pas la compétence. On va à la plaidoirie et c'est maintenant, après, pour attendre la décision de la justice, que l'un des avocats, 3 semaines avant, conteste la compétence du tribunal de première instance de Cotonou pour des faits de harcèlement par voie électronique. Et je vous ai rappelé tout à l'heure que cet avocat en question était à la plaidoirie? Il a plaidé pour son client. Il a plaidé pour son client sans élever cette question préjudicielle-là avant sa plaidoirie. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent envoyer l'affaire à la criette, là où peut-être ils ont la main, là où... Et l'affaire Steve Amoussou, dont nous parlerons tout à l'heure là dans le déroulé de l'émission, me donne l'impression que c'est à dessein qu'ils veulent amener l'affaire là-bas, parce que se disant, les opposants, ils n'ont aucune chance devant le tribunal qu'on appelle la criette. Les opposants n'ont aucune chance, qu'ils soient plaignants ou qu'ils soient ceux qui sont assignés devant ce tribunal. Peut-être que c'est leur vue de l'esprit à eux. Non, mais je ne sais pas ce qui justifie qu'on ait plaidé une cause et que 2 semaines avant le délibéré, on vienne contester la compétence du tribunal devant lequel on a plaidé une cause. Donc, s'ils pensent m'avoir à l'usure, ça fait 2-3 ans que ça dure, ça ne me coûte que de l'argent. Rien de plus que ça. La patience, j'en ai. La témérité, j'en ai. Et l'endurance aussi, j'en ai. Dossier à suivre. C'est ce qu'on dirait dans les médias. Merci. Alors, Steve Amoussou, parlons-en. Et c'était le mardi dernier, ce procès inattendu pour beaucoup, le procès de Serre Avis. Vous avez été aussi surpris, Noureddine Saka Saleh? Surpris, non, je ne dirais pas que j'ai été surpris. Vous attendiez qu'il y ait ce procès ce jour-là? Je crois que vous avez beaucoup plus été surpris, vous, les hommes et femmes des médias, de ne pas savoir et de découvrir à travers un post Facebook d'un fonctionnaire ou d'un salarié de la présidence qu'il y avait une audience qui se tenait pour une affaire aussi délicate que celle-ci. Donc, si vous êtes étonné, qu'est-ce que nous, les consommateurs de l'information, on va dire? Donc, Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous faites de l'ironie, sûrement. Vous pensez que c'est le canal normal pour être informé? Non, mais je dis, si vous, les gens de la presse, vous êtes informés par un post Facebook, alors que c'est en majorité eux qui estiment que les réseaux sociaux font de l'intoxication, qui estiment que les réseaux sociaux, c'est de la débauche, c'est de l'intoxication et de la dépravation, c'est par ce canal qu'on vient
annoncer un salarié de la présidence, c'est-à-dire quelqu'un qui est obligé, quelqu'un qui est sous les ordres, qui vient annoncer qu'une affaire aussi sérieuse se tenait dans une cour de répression aussi particulière, je me dis, nous les consommateurs de l'information, est-ce que nous on va se plaindre comparativement à vous, les hommes et femmes des médias, qui avez découvert cette affaire? Mais je pense que beaucoup ont cru à un canular. Bien sûr. Beaucoup ont cru à un canular, mais sûr. il a fallu peut-être que certains d'entre vous se déplacent sur les lieux pour découvrir qu'il était réellement question. Et ce qui est encore plus effarant, c'est que des personnes qui sont sous mandat d'arrêt international se retrouvent dans ce tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il faut se poser. Je pense que cette affaire devait nous amener seulement à nous poser des questions, à ne même pas réfléchir, à seulement se poser des questions en étant totalement bête, en se disant... Dans tous les cas, on a plus de questions que de réponses aujourd'hui. C'est tout le monde n'a que des questions. Là. Tout le monde n'a que des questions. Moi, je ne peux pas répondre à vos questions. Je vais peut-être... Pas peut-être à toutes les questions. Vous allez Non. répondre, c'est pour ça que vous êtes là. Je vais peut-être vous aider à poser les questions. Je vais peut-être vous aider à retracer l'histoire. Je vais peut-être mettre mes questions sur la table et qu'on réfléchisse ensemble en termes de questions. Je pose une question, vous répondez pas à une question. Je pose une autre, vous répondez pas à une J'espère autre. que les auditeurs, que les internautes s'en sortiront. Tout le Alors, monde est embourbé dans les questions. Tout le monde est embourbé dans les questions. On va faire simple. On va faire très simple. Je vais vous raconter une histoire à vous et à vos auditeurs. D'accord? On était là, tranquillement. Admettons que nous sommes dans un village. D'accord? On apprend par le biais d'un personnage assez polémique, assez critique, qu'un citoyen béninois a été enlevé, kidnappé au Togo et amené vers une destination inconnue. Donc tout le monde se posait la question, où est-ce que la personne est partie? Où est-ce que la personne est? Où est-ce que la personne est? Et paf, on le retrouve devant un tribunal dans notre pays, le Bénin. Alors que la personne polémique au sein du village a dit qu'il a été kidnappé, qu'il a été enlevé dans un pays étranger, dans qu'il un a pays été voisin. irrégulièrement arrêté. Non, kidnappé. Il a utilisé le terme kidnappé. C'est peut-être dans les contorsions pour justifier, pour blanchir un peu le crime qui a été commis au Togo, que les personnes bien pensantes et bien sachantes qui étaient indexées ont peut-être essayé d'enrober ça en parlant d'arrestation illégale. Oui, bien, puisque un kidnapping ou un enlèvement, c'est illégal. Voilà. Donc, je continue mon histoire, monsieur Awansé. Paf, on retrouve la personne devant un tribunal. Première question. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrive devant un tribunal? Première question à poser à tous les villageois. Nous sommes aussi du village, hein, mais on raconte l'histoire. On fait ce qu'on appelle Wenuho Abi. Donc, on retrouve la personne devant le tribunal du village. Comment la personne est arrivée là? Par magie. Qui l'a amené là? On en était là quand les levées de boucliers ont commencé, quand un autre village nous signale que, en effet, c'est sur son territoire que cette personne-là a été enlevée, kidnappée. Et elle a donné les noms de 2 personnes qui ont participé à l'opération de kidnapping. 3 personnes. Non, de 2 personnes qui ont d'abord participé à l'opération de kidnapping par aide, information et autres. Ces 2 personnes-là ont été arrêtées par les ponons de ce village voisin. Suivez bien mon histoire, hein. Elle est très douce et délicieuse. Donc, c'est ces 2 personnes-là, quand on leur a bien serré le cou, qui ont vomi certaines paroles et dont des noms. C'est comme ça qu'on découvre que dans notre pays, il y a des personnes qui se sont déplacées pour aller dans un pays étranger pour kidnapper quelqu'un et le ramener ici. Dans notre village. Dans notre village. Donc le village voisin nous dit, nous on a attrapé 2 personnes qui ont aidé 4 autres personnes à venir enlever quelqu'un dans notre village. Et dans les 4 noms-là, ils ont donné le nom de 3 personnes. Pourquoi ils n'ont pas donné le nom de Vigile Awansé? Pourquoi ils n'ont pas donné le nom de Nouroudine Sakasalé, le grand bavard? Ils ont donné le nom de 3 personnes. Donc, nous on était là, on se posait des questions. Comment est-ce que Steve Amoussou est venu au village? Comment est-ce qu'il est venu devant le tribunal? Est-ce que c'est par une magie? Est-ce que c'est par le balai magique d'une sorcière? On ne savait pas. Et on découvre que c'est le village voisin qui nous dit, voilà les 3 noms que nous recherchons. Ils sont accusés, ils sont présumés avoir enlevé Steve Amoussou dans notre village pour l'amener dans votre village. Maintenant, nous, les villageois, naïfs, crédules, on se dit, mais pourquoi ce n'est pas d'autres noms qui ont été cités? C'est les noms de ces 3 personnes-là qui ont été cités. Donc, nous, on était dans le village avec ces 3 personnes, dont l'un était
une autorité administrative. Parce qu'à la tête d'une cellule ou bien même d'une entité qui est chargée de traquer les cybercriminels et tout ce qui touche en fait à la criminalité numérique. C'est-à-dire c'est une autorité. Au Gandaro, au Tosin Gandaro, Au gang Pabliba. au gang Pabliba, l'osu papa. Donc, c'est comme ça qu'on découvre que dans le village où on est, on côtoie des personnes qui sont recherchées dans le village voisin comme étant des personnes qui ont enlevé un villageois de notre pays pour le ramener ici. Donc, à ce niveau, on se pose la question, est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que c'est vrai cette histoire? Où sont ces personnes-là? Où est-ce que ces personnes-là sont? Parce que si, par exemple, on est ici dans le village et qu'on dit Vigile Awansé a volé le plat de Azingokun de quelqu'un, Vigile Awansé au moins va sortir la tête et dire c'est faux, je n'ai pas volé. Puisque je ne mange même pas Azingokun. Puisque vous ne mangez même pas Azingokun. Maintenant, ce qui a été surprenant, et c'est encore une autre question, pourquoi ces trois personnes-là étaient silencieuses? Pourquoi elles étaient silencieuses? Pourquoi elles n'ont pas dit oh, 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 ciao, oh, je n'ai pas volé, je n'ai pas enlevé quelqu'un? Pourquoi? Et on se posait la question, où sont ces trois personnes? Où est-ce qu'elles sont? Paf, comme ça, on était là, tous dans le village. Après le communiqué du village voisin, on nous dit, vous-même, vous êtes tombés de haut, on vous dit que les trois personnes sont en train de se promener et elles vont vers la criette, vers le tribunal du village où on doit juger cette affaire-là ce jour. Alors qu'on n'a pas entendu, que ces personnes-là étaient recherchées par les autorités de notre village ou que ces personnes-là avaient été arrêtées. Donc, où est-ce qu'elles étaient? Qui les a convoquées? On n'a pas entendu qu'il y a un procès qui se tenait et qu'on les avait invités à venir s'expliquer. Donc, ça veut dire donc qu'il y a un moyen secret par lequel ces personnes-là ont été contactées. Ça veut dire qu'il y a un moyen secret. Je ne sais pas quel type de canal a été utilisé pour les appeler, pour leur dire, pour les inviter. Alors qu'on connaît les habitudes dans notre village, notre habitude ici, c'est enlever les gens sur des ponts. C'est kidnapper des gens dans la rue. On n'envoie même plus convocation. Je pense que les secrétaires qui tapent les convocations au commissariat doivent chômer. Hein. Ou bien leur emploi aussi a été supprimé de la République. Parce qu'on ne connaît plus le mot convocation. On vient vous chercher là où vous êtes, que ce soit en ville, que ce soit sur la mer, que ce soit dans les airs, on vous enlève et puis on vous amène quelque part. Alors, donc, l'histoire n'est pas finie. Allez-y vite. On constate que les personnes sont devant le tribunal. Et des indiscrétions disent que ces personnes ont comparu libres. C'est-à-dire, on ne les a pas amenées avec menottes. On les a pas amenées. C'est un peu comme si on les avait même couvertes pour les amener là. Où est-ce qu'elles étaient? Alors que le village voisin, si on doit respecter les relations de bon voisinage, puisque vous savez où ces personnes-là sont, parce qu'elles sont venues à la criette le jour-là, c'est que vous devez les arrêter. Le mandat d'arrêt vous oblige à les arrêter. Vous devriez les arrêter, vous voulez dire? Non, vous devez, c'est pas vous devriez. Vous devez les arrêter. Oui, vous devriez les arrêter, ils devraient venir menotter à la criette. Peut-être pas à la criette, mais vous devez les arrêter et signaler au village voisin qui a demandé de les arrêter que les trois que vous recherchez là, ils sont à votre disposition. Quelles sont les dispositions à prendre pour que vous les entendiez au moins? C'est ça le mandat d'arrêt. Ça veut dire que le Bénin devait se comporter, le village Bénin devait se comporter comme cela pour qu'au moins les personnes aillent dire, nous on n'était pas concernés par cette affaire. C'est pas nous qui avons enlevé. Mais ce n'est pas devant le Bénin que vous allez dire que ce n'est pas vous qui avez enlevé. C'est les autres qui vous ont accusé d'avoir enlevé. Ce n'est pas ici qu'on vous a accusé d'avoir enlevé, kidnappé quelqu'un. C'est dans le village voisin qu'il faut aller vous défendre. C'est dans le village voisin qu'il faut aller dire que ce n'est pas vous. Alors, Noureddin Saka Saleh, votre village, oui. Le village dont il est question, oui. C'est en fait notre Bénin. Le Bénin, merci beaucoup. Alors, à quoi joue le Bénin dans ce dossier? Non, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, si on doit vraiment parler de cette affaire-là, il faut poser des questions seulement. Comme vous dites, à quoi joue le Bénin? Moi, je ne sais pas si le Bénin joue à quelque chose. Maintenant, si on doit poser des questions, il faut qu'on interroge vos auditeurs. Il faut qu'on interroge nous-mêmes notre conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, le Béninois ne se dit pas que dans notre village, le Bénin, là, dans notre pays, il y a des gangsters qui sont spécialisés pour ces opérations? On sort à peine des bavures policières où on apprend que les policiers ont tiré sur quelqu'un. Que pour le non-port de casque, on a abattu un vieillard. On sort à peine de ce traumatisme-là et il faut aujourd'hui vivre encore avec le principe que on peut aller vous kidnapper, même à l'étranger. On peut aller vous prendre et que le pire,
qu'un tribunal vienne, entre griffes, récupérer le fruit de ces actes illégaux pour en faire une procédure normale. Et c'est à ce niveau que ça interpelle moi, mon profil de juriste. Je vais vous dire comment ça s'appelle. D'accord? On part toujours sur la base de ce qui a été dit lors du procès de la criette, puisque c'est le seul élément matériel que nous avons. C'est ce sur quoi on peut mettre la main pour dire « Ah, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est dit ». Ce que le procureur de l'autre voisin a dit, on ne sait pas si c'est la vérité. On ne sait pas si la personne a été kidnappée, mais tout ce qu'on constate, c'est que la personne s'est retrouvée devant un tribunal. Et lors de ce procès du mardi dernier, le mardi 3 septembre, le mardi 3 septembre, l'un des trois noms qui ont été cités dit que lui, il était chez lui et que les deux autres l'ont appelé pour lui dire qu'il y avait tel problème et qu'il les a orientés vers une structure policière. C'est bien cela. Ça veut donc dire que vous, Virgile Awansé, aujourd'hui, vous êtes une autorité administrative. Quelqu'un commet un acte qui est qualifié de crime. Il vous appelle. Quelle devrait être votre réaction? C'est de dénoncer. On ne prête pas assistance à un crime. Mais là, on a plus l'impression que on a prêté assistance à des criminels qui ont avoué avoir essayé de kidnapper quelqu'un. La première question qui saute à l'œil aujourd'hui, est-ce que c'était pour enlever la personne que ces personnes étaient parties au Togo? C'est la première question. La réponse qu'on peut suggérer, c'est quoi selon vous? Non. Est-ce que c'était pour le kidnapper qu'ils sont partis au Togo? Est-ce que ce n'est pas la providence divine qui a mis un peu de sable dans le jeu et qui a obligé à ce que l'affaire soit connue? C'était pour, en fait, l'achever, c'est ça? Ah non, on peut supposer, parce que tout ce qui est fait dans le noir, tout ce qui est fait dans la cachette en catimini n'est pas forcément fait pour quelque chose de positif. Moi, je n'y crois pas. Je dis maintenant, il s'est fait que nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Peut-être que la personne polémique de notre village qui a lancé l'alerte ne l'aurait pas fait. Que peut-être que cette affaire aurait eu une autre tournure. Maintenant, il a fallu maintenant que cette personne soit présentée devant la criette pour qu'on sache. Maintenant, en droit, vous savez comment ça s'appelle? Dites-nous. C'est du recel et du blanchiment de crime. Recel et blanchiment, de crime. Ça veut dire que on a bénéficié, on a profité des fruits d'un crime. Le fruit du crime, c'est le kidnapping. On a kidnappé quelqu'un qu'un tribunal a accepté. C'est un peu comme si le tribunal venait blanchir tout ce qui s'est passé jusqu'à sa présentation devant lui. C'est-à-dire que la criette s'est comportée un peu comme si c'était pour donner une image beaucoup plus positive à tout ce qui a précédé jusque-là. Comment Steve Amoussou s'est retrouvé devant le tribunal, nous ne savons pas. Nous, on ne savait pas. On aurait dit que peut-être, si on n'avait pas su qu'il a été kidnappé, peut-être qu'on nous aurait dit qu'il y a eu un mandat qui a été lancé contre lui et qu'il a été arrêté à Azové. Ou qu'il a été arrêté lorsqu'il était en train de boire du sodabi à Posotomé ou bien à Djakotomé. Mais il s'est fait que quelqu'un avait déjà lancé l'alerte et on a dit non, il a été kidnappé. Et jusqu'à ce que le communiqué du village voisin sorte, personne n'avait reconnu qu'il avait été kidnappé. Personne n'avait avoué qu'il avait été kidnappé. C'est le communiqué du village voisin qui est venu éclairer et qui a donc peut-être précipité ce qui s'est passé le mardi 3 dernier. Donc, c'est un narratif adapté, c'est un procès adapté à la circonstance. Je ne dirais pas qu'il a été adapté, mais il est intervenu un peu comme pour confirmer tout ce qui était dit par le village voisin. Je ne dis pas qu'il a été adapté. Grâce à ce procès, grâce au communiqué, on a su qu'il y a eu quelque chose. Et grâce au procès, on a entendu des personnes qui sont venues avouer qu'elles sont parties kidnapper quelqu'un, mais curieusement, qu'elles n'étaient pas allées sur la demande des autorités de notre village, mais à la demande d'une personne dont on ne sait même pas si la personne existe réellement. C'est un nom qui a été sorti, un pays lointain, quelque part où je ne sais même pas s'il y a des accords d'extradition entre ce pays-là et notre village. Donc, il y a tout ça là qui amène à se poser beaucoup de questions. Est-ce que Et je pense que tous les Béninois aujourd'hui se posent les mêmes questions. Est-ce qu'il n'y a pas des escadrons de la mort dans notre pays? Est-ce qu'il n'y a pas des barbouzes, des personnes qui sont payées par nos deniers publics, par l'argent public pour aller commettre des exactions dans des pays donnés et que c'est seulement la providence qui nous fait découvrir aujourd'hui? Il y a toutes ces questions-là qui se posent. La collaboration de la criette, c'est sur elle que moi je veux qu'on passe beaucoup plus le temps. C'est-à-dire,
Il y a donc dans notre village des juridictions qui prennent, c'est-à-dire qui acceptent des personnes sur lesquelles elles n'ont même pas lancé un mandat de manière ouverte, qui prennent et disent « Ah, on ne sait pas qui c'est, mais on prend ». Et trivialement, comme on dirait à Porto-Novo, elles prennent ce tribunal, comme vous dites, Oui. comme si elle avait commandé. Comme si elle avait commandé. demandé quelque C'est-à-dire, vous êtes tranquillement chez vous, on vous amène quelqu'un qu'on a roué de coups, qui est blessé, qui est tout, et on dit, bon, c'est telle personne. C'est un peu comme s'il y a une justice parallèle qui s'occupe en fait d'aller chercher des personnes qui recherche. Qui recherchait cette personne? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est vous, Virgile Awansé, qui vous levez pour aller attraper quelqu'un et dire, bon, ça fait longtemps que moi je le cherchais, tribunal, tiens, règle la question. Il y a un malaise, il y a un sérieux malaise, il y a un profond malaise. On se demande qui cherchait cette personne. On n'a pas entendu parler d'un mandat d'arrêt, on n'a pas entendu de procédure de recherche ou de poursuite. Rien du tout. Mais on découvre que la personne est devant et est en train d'être jugée. C'est-à-dire, avant sa présentation au procureur, on n'avait pas entendu quelque chose. Mais on entend les incriminations qui sont portées sur sa tête après. Diffusion de fausses nouvelles, ainsi de suite. Alors qu'il n'y a pas une procédure préalable qui a demandé qu'on le ramène devant un tribunal. L'autre curiosité, Oui. ce n'est pas Steve Amoussou qui a porté plainte, contrairement à ce qu'ils ont ventilé au prime abord. C'est pas Steve Amoussou qui a porté plainte contre ses ravisseurs, c'est le procureur spécial qui, fâché que cela se soit passé ainsi, qui a, n'est-ce pas, porté plainte, on m'a dit, je sais pas, vous les juristes, que vous dites. Moi, j'avais cherché à savoir, et c'est sur ça que j'allais, comment les trois là sont venus au tribunal? Comment les trois là sont venus devant la criette? Alors qu'on les attend devant le tribunal du pays voisin, Du Togo. du village voisin, du Togo. Comment ils sont venus là? Est-ce qu'ils ont été invités? Est-ce qu'on les a appelés pour leur dire, ah, oui, est-ce que vous pouvez venir tel jour? Est-ce qu'on peut vous voir? On veut échanger avec vous? Ou bien, quel est le fait déclencheur de leur présence devant le tribunal? Est-ce qu'il y a eu un appel qui a été lancé? Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose? On ne sait pas. On ne sait pas. La colère du procureur, comme vous avez dit, sa colère devait l'amener à attraper ces personnes et les accompagner lui-même auprès du tribunal togolais, auprès du juge togolais qui a émis le mandat d'arrêt. C'est ça, la colère de la justice. Il est dit que aucun État ne peut extrader ses citoyens. Ce n'est pas une extradition. C'est pour ça que j'ai précisé, sa colère là, en tant que magistrat, devait l'amener à accompagner ces personnes pour dire, on vous a accusé de quelque chose, allons, et vous allez dire que ce n'est pas vous. Je vous accompagne, moi le procureur, je peux vous accompagner. Ça s'appelle la coopération judiciaire. C'est pas une extradition, ça. Il y a le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt, ça veut dire quoi? On lance un mandat d'arrêt, c'est qu'on est en train de demander à toutes les autorités policières et judiciaires du monde entier et des pays avec lesquels le pays qui a émis le mandat d'arrêt a une collaboration judiciaire et policière, que la personne dont le nom figure sur ce mandat d'arrêt-là, il faut l'arrêter et l'empêcher de se déplacer. Ça, c'est la première phase et c'est le premier effet du mandat d'arrêt. Arrêtez-la, immobilisez la personne et mettez-la à la disposition de la juridiction qui l'a demandé. Mettre à disposition ne veut pas dire l'envoyer là-bas, non. C'est-à-dire, dès qu'on l'arrête et qu'on l'immobilise, on prévient cette juridiction pour dire, telle personne que vous cherchez est entre nos mains ici. Organiser les procédures pour la suite. C'est maintenant à ce niveau que l'extradition commence à être discutée. Maintenant, en fonction du pays, en fonction des lois, en fonction des textes, on peut dire, ah non, c'est un citoyen du Bénin, le Bénin n'extrade pas ses citoyens. Ce qui veut dire que, pour dire que le Bénin n'extrade pas, il faut que ces personnes-là soient au Bénin. Si les personnes ont été arrêtées en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui règle ça directement avec le Togo. Et là, on ne peut pas parler de refus d'extradition. Voilà. Les citoyens qui ont été arrêtés, à ma connaissance, ils ne sont pas ivoiriens. S'ils avaient été arrêtés en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs, c'était la Côte d'Ivoire et le Togo. Peut-être qu'ils auraient fait la courtoisie diplomatique et l'amitié au Bénin d'informer qu'il y a des ressortissants béninois qui ont été arrêtés. Et à ce niveau, ça va se jouer sur des aspects diplomatiques. Donc, l'extradition n'est pas impérative. Elle n'est pas automatique. D'accord? Donc, ça veut dire que ces personnes, personne ne savait où est-ce qu'elles étaient. Est-ce que vous saviez où ces trois personnes-là étaient?
D'ailleurs, beaucoup ne les connaissaient même pas. Personne ne les connaissait. Moi personnellement, je connais, et ça m'a choqué de lire son nom dans des affaires comme ça, parce que c'est un jeune avec lequel j'ai beaucoup échangé, parce que j'ai fait des interventions sur la cybercriminalité. Et Kiwanilo? Oui, et il m'a écrit plusieurs fois par le réseau social X. On a échangé en personne bien élevée. C'est une personne dont le niveau d'éducation, pour moi, est quand même assez respectable. Il a une bonne éducation familiale, il a une bonne éducation. Quand je vois son nom dans des choses comme ça, comprenez que je sois choqué. Peut-être un peu dégoûté, mais choqué surtout. Et donc, quand je vois des noms comme ça, la première réaction que moi j'attends, c'est qu'on me dise « je ne l'ai pas fait ». C'est à titre de sursaut humain. On m'accuse de quelque chose d'aussi grave. Quel que soit l'endroit où je suis, je dis je ne l'ai pas fait. Par réflexe. Par réflexe humain, je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas me cacher et me trouver devant un tribunal en train de dire non, c'est quelqu'un en Indonésie qui a envoyé un message oral à des personnes. Comment je connais ces personnes? Comment on connaît ces personnes? Curieusement. Évoquons toujours les questions. Évoquons les questions. On va évoluer en question. Vous avez dit. Oui. Vous avez dit message vocal. C'est ça? C'est ce que vous avez dit? C'est ce que j'ai cru lire. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous qui êtes juriste spécialiste en affaires, y a-t-il des messages, des transferts, de cette forme de transfert d'argent? Alors, est-ce que vous connaissiez à ces personnes une identité ou une spécificité qui fait d'elles une société qu'on appelle pour aller recouvrer des créances? Est-ce que vous leur connaissez cette capacité? Est-ce que vous saviez que ces personnes-là avaient cette compétence? Aller, c'est-à-dire voyager, aller rechercher. C'est un peu comme des chasseurs de primes aux États-Unis que les shérifs utilisent, qu'on paye pour aller retrouver des fugitifs ou des personnes contre lesquelles court un mandat ou une procédure particulière. Est-ce que vous saviez que ces personnes-là, je crois que j'ai vu circuler des vidéos de leur centre de combat, de free fight et tout ça. MMA. Voilà, c'est un mot qui est devenu célèbre actuellement. Est-ce que vous saviez que par exemple, si je vous dois aujourd'hui 2000 francs, que vous pouviez contacter ceux-là pour leur dire « Allez me saisir Nouroudine Sakasalé et faites-lui cracher mes 2000 francs qu'il me doit. » Faites-lui cracher les 2000 francs qu'il me doit. Est-ce que vous saviez? C'est ce que je dis, ça interpelle la crainte collective. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui en République du Bénin, en dehors des voies normales, qui sont la police, qui sont le commissariat, qui sont la justice, un individu lambda peut envoyer seulement un audio et dire « Vigile Awansé me doit 50 millions, allez me récupérer mon argent, allez me le chercher » et que ces personnes se déploient avec toute leur capacité, venir vous saisir. Vous avez entendu le récit qui a été fait la première fois par l'avocat de M. Steve Amoussou. Il aurait étouffé, il aurait perdu connaissance. Des sévices qu'il a reçus. Ouais. Donc, est-ce que vous saviez qu'il y avait des personnes comme ça, des entités comme ça au Bénin? Des services comme ça au Bénin. Des services comme ça au Bénin. Et ces services qui collaborent entre griffes avec la justice béninoise. Puisque la personne qu'elles sont allées enlever et qu'elles n'ont pas nié, quand on en croit le procès qui a été fait le mardi 3 septembre dernier, ces personnes n'ont pas nié. Elles ont juste justifié que ce n'est pas l'administration qui les a envoyés, mais que c'est quelqu'un qui est en Indonésie, qui se la coule douce et qui envoie un message. Donc, on peut envoyer un message et dire que Virgile doit et qu'il faut aller le chercher. À une question, pas des questions. Je vais pourtant je vous ai dit, on va poser que des questions. Même si on va schématiser, oui, même si on va imager. Est-ce que on fait des transferts audio? C'est pour ça que je dis, surtout pour demander d'aller saisir, pour recouvrer des créances. Est-ce que ça existe, les transferts audio? Non, en tout cas, moi, je ne suis pas grande expérience, mais non. Je n'en sais rien, c'est pourquoi je veux savoir. Je ne suis pas féru, je ne suis pas un spécialiste de la technologie et surtout de la finance technologique. Je ne peux pas vous dire ici, mais peut-être que eux ils savent. Peut-être que le juge devrait leur poser la question et appeler en fait leurs compétences, leur technicité pour qu'ils aident le monde à développer ce type de transfert d'argent par voie audio. Maintenant, j'ai plus l'impression que la justice n'a pas cherché à savoir tout ça. La justice a cherché seulement à savoir si M. Wanilo Medegan était impliqué ou pas. La justice n'a pas cherché à savoir est-ce que vous vous reprochez d'avoir mal agi. La justice n'a pas cherché à savoir ça. Parce que si on doit suivre le code pénal de notre pays, 1 an de prison ferme, ce n'est pas la sanction de ce type de comportement. C'est minimum 10 ans. C'est minimum 10 ans. La Cour a donc été kidnappé. Très clémente. Je ne sais pas quelle est la qualification juridique qui a été donnée au fait, mais le kidnapping, kidnapper quelqu'un, le retenir sous contrainte, sans
un ordre, c'est-à-dire, c'est bien défini, hein, c'est pas que ça n'existe pas dans notre droit positif. Oui, la réclusion à perpétuité. C'est de 10 ans jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Et quand j'entends 24 mois, dont 12 avec sursis, 12 mois fermes, et qu'ils sont invités à payer 5 millions à la personne aurait reçu 5 millions si elle était morte, étouffée dans la voiture. Alors, autre question, autre curiosité. Vous voyez, on va dans les questions, dans les curiosités. Et ça fait avancer le débat. À la criette, on a pu régler ça sans chercher le nom de ce quatrième. Est-ce qu'à partir de ces 3 ravisseurs qu'ils avaient, ou 2 ravisseurs qu'ils avaient en face, on n'aurait pas pu chercher le troisième? Mais le troisième ou le quatrième, si vous voulez, quoi. Est-ce que la criette voulait rechercher quelqu'un? La criette voulait juste, d'une manière ou d'une autre, régler cette question. Elle ne voulait pas creuser. Elle voulait régler la question. C'est-à-dire mettre le sceau de l'autorité de choses jugées sur cette affaire pour que ce ne soit plus une affaire dont on parle. Et pour quel intérêt? Pour l'intérêt qu'il ne faut pas creuser plus longtemps. Pour l'intérêt qu'il ne faut pas jeter la souillure en fait sur cette autorité administrative qu'est Wanilo Médégan et peut-être remonter à des ordres ou à des autorités supérieures un peu plus élevées. Pour l'intérêt que l'affaire ne soit plus à la dissolution du Togo, est-ce possible? Non, ce n'est pas possible ça là. Celui qui va dire que la décision de la criette dessaisit le Togo ou bien éteint l'action publique au Togo, c'est la personne la plus idiote, excusez-moi le terme, qui existe. Parce que le fait générateur de mandat d'arrêt international lancé par le juge togolais, ce n'est pas la plainte qui aurait été portée par le procureur spécial de la criette au Bénin. Dans le communiqué, il est bien dit que ce sont les personnes qui sont actuellement sous mandat de dépôt auprès du Togo qui ont révélé certaines choses. Mais est-ce que c'est tout ce que les personnes ont révélé, ça? Question. On retourne encore dans les questions. Dans des questions. Est-ce que c'est tout ce que les 2 personnes-là ont révélé qui est là? Puisqu'elles sont pour le moment sous mandat de dépôt. Ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été jugées. Donc le cas n'est même pas encore évoqué là-bas. Mais les indices étaient suffisamment graves pour justifier que ces personnes-là soient sous mandat de dépôt. Maintenant, est-ce que nous on sait ce qui a été vomi par ces personnes-là là-bas? Est-ce que au lieu de 4 noms, c'est peut-être 15 noms? Est-ce que c'est 12 noms? Est-ce que c'est des faits encore plus graves qui se sont passés? Donc, le minimum pour que la procédure évolue, c'est justement que les personnes qui sont requises par le mandat d'arrêt puissent au moins aller confronter les personnes qui sont là-bas. Mais peut-être qu'elles mentent. Mais peut-être que les personnes qui sont au Togo racontent des énormités, racontent des histoires. Alors, donc, c'est vous dire ouais, que la décision de la criette n'éteint pas du tout ni le mandat d'arrêt international qui continue de courir et n'éteint pas l'action publique engagée au Togo non plus. Ah, vous pensez pour autorité de choses jugées, l'autorité de la chose jugée n'opère que dans un pays. Ça n'opère que dans la juridiction pour laquelle la chose a été jugée. Si maintenant il y a une cour comme les cours internationales, comme la Cour pénale internationale, et que ça a été évoqué là-bas, une fois que le principe a été évoqué, débattu, vidé à la Cour pénale internationale, il y a très peu de chances, ça ne devrait même plus être évoqué dans les autres pays qui sont membres de ces traités instituant la Cour pénale internationale. Vous allez prendre le cas d'autres personnes. Le président Laurent Gbagbo a été condamné, relaxé par la Cour, mais il a une condamnation qui court encore dans son pays. Pour une autre affaire. Pour une autre affaire. Même si ce n'est pas les mêmes griefs, c'est un peu comme si le cadre dans lequel ça s'est passé, la Cour pénale internationale, en considérant qu'il a été amnistié, on aurait pu dire l'autorité de choses jugées évite justement que... Donc, en clair, le mandat d'arrêt international contre ces personnes reste toujours d'actualité dans tous les pays du monde. Jusqu'à ce que la justice togolaise le rende caduc, inopérant ou l'annule. Sinon, même si, et je vais même vous choquer, même si les personnes sont condamnées à 50 ans de prison, pour celles qui sont condamnées, je n'aborde même pas le cas de M. Wanilo Médégan Fagla, pour celles qui sont condamnées, à la fin de leur peine de prison, si le mandat est toujours d'actualité, si le mandat n'est pas retiré, toute autorité judiciaire du monde a l'obligation d'arrêter ces personnes, malgré la purge de leur peine à l'intérieur des frontières du Bénin. Pour Wanilo Médégan Fagla, s'ils sont conscients que la procédure devant la criette a éteint la procédure au Togo, qu'ils fassent l'effort de sortir du Bénin. Qu'ils fassent l'effort de sortir du Bénin. Même pas aller au Togo, du Bénin tout court. Qu'ils fassent l'effort de sortir du Bénin.
s'il considère que cette action est éteinte et qu'il peut brandir la décision de la criette pour s'absoudre d'une arrestation sur la base du mandat d'arrêt international, qu'il fasse l'effort de sortir du Bénin. Alors, on ne va pas juger la criette, mais on peut toujours continuer, nous, à se poser des questions, oui. Est-ce que les questions, c'est gratuit, la criette pouvait connaître de cette affaire, juger ces personnes sans avoir besoin de ces deux autres retenus encore au Togo en prison? Non, c'est pour ça justement que vous avez dit que c'est le procureur spécial qui a porté plainte. Il a porté plainte pourquoi? Quel est l'objet de la plainte? Contre les ravisseurs de Steve Amousou. Sur quel fondement? Je sais pas. Qu'est-ce qui était dans la plainte? Qu'est-ce qui a été dit? Pourquoi on les a jugés? Pourquoi ils sont passés devant la criette? Ils sont passés devant la criette, vous l'avez dit, selon les petits éléments qui nous sont parvenus, parce qu'ils sont allés au Togo, enlever quelqu'un, Steve Amousou. La criette savait avant le communiqué du procureur du Togo qu'ils étaient allés enlever quelqu'un au Togo? Ah ça, je ne saurais répondre à cette question, il y a une autre d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on va nager dans les questions. On va nager dans les questions, on va rentrer dedans proprement. Est-ce que la criette savait? Si la criette le savait, pourquoi il a fallu attendre? Si on voit la célérité avec laquelle elle a travaillé, pourquoi il a fallu attendre le communiqué du procureur du Togo pour être activé? Le temps qui s'est passé depuis l'arrestation. Donc, il était plus urgent de juger Steve Amousou que de juger ceux qui sont allés le kidnapper. Il était plus important de juger Steve Amousou que ceux qui sont allés le kidnapper. Comparativement, admettons que ce qui est reproché à Steve Amousou est vrai. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance en termes d'infraction, de gravité d'infraction? C'est ceux qui sont allés kidnapper ou alors Steve Amousou qu'on accuse d'avoir parlé, d'avoir bavardé. D'avoir incité à la rébellion. Et ça, ce sont les qualifications qui sont données par le procureur spécial. Ce sont les qualifications qui ont été données par lui. Pourquoi c'est le procureur spécial qui a porté plainte? Pourquoi personne n'a porté plainte en dehors du procureur spécial? C'est une conscience professionnelle que je salue. Il a vu... Sans aucune ironie. Non, sans aucune ironie. C'est-à-dire, il s'est senti interpellé. Ah oui, on ne peut pas salir le nom de mon pays comme ça. Il faut que je me saisisse de ce que ces malfrats sont allés faire. Il faut qu'ils viennent devant moi se justifier. Pourquoi ils sont allés enlever quelqu'un? Pourquoi ils sont allés m'amener quelqu'un qu'ils ont enlevé et que j'ai mis sous mandat de dépôt? Puisque Steve Amousou aujourd'hui est sous mandat de dépôt. Qui l'a mis sous mandat de dépôt? Qui a mené la procédure? De qui ça vient? Est-ce que c'est une manière de se rattraper, de rééquilibrer un peu les choses? C'est le même procureur spécial, non? Est-ce qu'il peut se rattraper, Nouroudine Saka Saleh? Est-ce qu'il peut se rattraper sans avoir juste la libéré, mis en liberté Steve Amousou? Steve Amousou, ils n'ont pas à décider de le mettre en liberté. Il devrait bénéficier d'une annulation totale de la procédure. Parce que la manière dont il a été amené devant la juridiction corrompt la procédure. C'est un vice de forme qui annule la procédure entièrement. Donc, on ne devrait même plus entendre parler de Steve Amousou comme détenu ou bien même comme affaire Steve Amousou. Toute la procédure tombe. Alors, celui dont vous saluez tantôt la science, peut-il ne pas savoir cela? Je ne suis pas spécialiste du droit pénal. Vous avez bien dit, je suis spécialiste du droit des affaires. Mais j'ai bien fait ma deuxième année de droit. J'ai même repris ma deuxième année de droit. C'est peut-être pour ça que je connais un peu la procédure. Parce que c'est en deuxième année qu'on apprend le droit pénal et la procédure pénale. Donc ce sont mes bribes de mon redoublement de ma deuxième année là qui me sont restées comme ça. Et c'est en ça que je dis, un spécialiste de la procédure, lui il est magistrat. Il est chargé de l'application des textes. Donc, il est censé être mon patron. C'est-à-dire, il est censé nous faire asseoir ici et nous donner les méandres. C'est un praticien. C'est sa nourriture du matin au soir. C'est ce qu'il mange tous les jours. Puisque c'est lui qui va et qui dit, telle personne a fait ci, moi je demande qu'on la condamne à telle. C'est son intime conviction qui l'amène à évaluer la gravité. C'est le procureur qui a l'opportunité ou pas des poursuites. Devant une plainte, le procureur peut dire, écoutez, votre femme vous a volé de l'argent. Moi, je considère qu'il y a immunité dans les familles, dans les couples. Donc, je ne poursuivrai pas votre femme. Alors que vous estimez qu'on a volé votre argent. Vous êtes dans le désarroi total. Votre argent a été dilapidé, peut-être avec l'amant de votre femme. Et lui, le procureur, dit non. Je connais les textes. Vous ne connaissez pas mieux que moi. Vous êtes un justiciable. Mais moi, c'est mon métier. C'est mon métier. C'est moi qui dois vous dire si votre femme est coupable de quelque chose. Et si elle est coupable, c'est moi qui dois dire à quoi il faut la condamner.
à quoi il faut la sanctionner. Je ne vous apprends rien, monsieur Vigila Wansé. Vous avez limé vos dents contre le savoir-faire et la grande connaissance de ce procureur, oui ou non? Il n'a pas changé depuis que vous avez été arrêté pour des actes d'une banalité extrême dont les preuves ne sont même pas apportées. On vous arrête, on vous met en garde à vue 8 jours. La garde à vue est prolongée, la garde à vue est renouvelée. On vous présente devant le procureur, il vous décerne, il demande que vous soyez sous mandat de dépôt. Vous allez, mais ces 3 personnes qu'on accusait d'avoir kidnappé, ils sont venus libres, elles ont comparu libres devant le tribunal. Il y a des personnes qui ne comparaissent jamais libres devant la criette. Alors, autre curiosité, Nouroudine Saka Saleh, on n'a rien dit, comme on dirait trivialement, on n'a rien dit à ce soi-disant demandeur de service des ravisseurs. On n'a rien dit à Marcelin Ayi qui a commandé ce service, même pas un mandat d'arrêt. Est-ce que la criette avait envie de savoir si la personne existait? Un procès ne peut pas être fait comme ça. On ne peut pas sortir du chapeau le nom de quelqu'un qui vit je ne sais où et dire que c'est cette personne qui a demandé. La criette ne devait même pas juger cette affaire sans que la personne qui est censée avoir donné l'ordre vienne attester que c'est réellement elle qui a envoyé. Non mais la criette n'a pas cherché à savoir. La criette a cherché à régler une situation. Elle a cherché à régler une situation et peut-être que cette situation n'a fait qu'être envenimée. Parce que comme je disais tout à l'heure, peut-être que le communiqué du procureur n'est qu'une page parmi 70 pages. Peut-être que le Togo a 69 autres pages qui seront ouvertes. Des pages à venir. Des pages à venir. Peut-être qu'il y a d'autres noms qui seront cités. Peut-être qu'il y a des informations. On n'a même pas encore d'informations de ce qui s'est passé ou de ce que les autres qui sont sous mandat de dépôt au Togo ont dit. Par précaution, ils sont sous mandat de dépôt au Togo. Pour qu'ils ne s'enfuient pas ou qu'ils ne soient pas l'objet de règlement de compte. Parce que dans ces cas-là, on peut éliminer les témoins gênants. Moi, je vous avoue que j'avais peur pour les 3 noms qui ont été cités. Je vous avoue que j'avais peur pour les 3 noms qui ont été cités parce que si c'était réel, peut-être que ces 3 personnes-là auraient pu être éliminées par les commanditaires. Qui vous dit que le prétendu Marcelin Ayi, pour ne pas se voir impliqué dans une affaire aussi grave, ne pouvait pas avoir recours à d'autres qui ont le même profil que ceux qui ont été arrêtés pour les éliminer pour que son nom ne sorte pas? En admettant que cette personne-là existe. Justement. Mais la criette n'a pas cherché à savoir. Peut-être que la criette doit protéger cette personne. Justement, Nouroudine Saka Saleh, est-ce que vous avez cherché à savoir si cette personne existe? Aujourd'hui, avec le numérique, c'est facile. On peut faire un premier exercice du genre. Procureur, Mario. Ce n'est pas moi le procureur. Pourquoi moi, Nouroudine, je vais aller chercher à savoir? Vous avez cherché? Est-ce que vous savez comment ça s'écrit? Non, Marcelin Ayi. Non, est-ce que vous savez comment ça s'écrit? Attendez, Nouroudine Saka Saleh. Quand nous avons été sur Internet, puisque nous l'avons fait cet exercice, il est ivoirien. Ayi? Mais il peut en exister d'autres, évidemment. C'est écrit comment? Ayi comme A-Y-I, les Ayi du Bénin. Ah, qui vous dit que ce n'est pas peut-être Marcelin Yahi que l'autre voulait dire? Mais tout est possible, hein? Qui vous dit que ce n'est peut-être pas Marcelin Yahi? Vous compliquez davantage les choses. Ah, mais est-ce que vous avez vu un document où la personne a écrit, a mandaté les Superman qui sont allés se saisir de Steve Amoussou? Est-ce que vous avez vu un écrit? Sur quelle base? Mais on peut dire que votre vigile à Wansé s'écrit A-H-O-U-N-O-U-A-N-S-E. Je peux rajouter un Y, ce n'est plus la même personne. Ou bien, je peux mettre H avant le A et mettre W après le A. Ou H à la fin. Ou H à la fin. Ou H à la fin. Donc, comment vous avez pu rechercher cette personne? Est-ce que la criette a demandé à ceux au moins qui ont reçu le message audio, faites-moi écouter l'audio? Est-ce que la criette au moins a demandé aux personnes, puisqu'elle avait au moins, elle avait la chance d'avoir ces personnes-là devant elle, non? Est-ce qu'elle a au moins fait la curiosité de dire, donnez-moi le message par lequel vous avez été recruté? Ou bien ils se sont parlé en signe, par des signes, ils se sont regardés sur Internet, ils se sont parlé en signe. Il a bien fallu avoir des écrits ou des échanges écrits. Il a bien fallu avoir. Donc, est-ce que la criette a eu cette curiosité de dire, montrez-moi les messages de la personne, donnez-moi son numéro. Et moi, le procureur aurait pris le téléphone, il aurait appelé, oui, monsieur Marcelin Ayi, est-ce que vous pouvez vous rendre disponible pour la justice béninoise? Parce que si, parce que ça. Mais ce n'est pas une affaire qui a voulu être traitée dans le fond. Il fallait seulement couper l'herbe au pied à la justice togolaise, d'une manière ou d'une autre, mais
c'est un coup d'épée dans l'eau parce que, comme je le le dis, Togo est toujours là, le avec sa mandat- justice. le mandat demeure et le fait générateur de la procédure togolaise n'est pas le même que le fait générateur de la procédure béninoise. Le Bénin a fait sa justice, le Bénin a rendu son verdict, la Cour a rendu son verdict. Le Togo est serein, je pense qu'ils attendent sagement. Peut-être qu'ils vont nous livrer d'autres informations, hein, et par pratique, par expérience. Un procureur n'abat jamais ses cartes au premier jeu. Jamais. Le procureur ne nous a même pas dit ce qu'ont dit les deux personnes. C'est cela le professionnalisme dans la justice. On ne livre pas les infos, on ne livre que les faits. Ce qui a été dit par les deux personnes qui sont sous mandat de dépôt ne vous sera jamais relaté hors du cadre judiciaire. C'est seulement lors de la procédure. C'est seulement lors. Mais dans notre pays, le Bénin, on a vu, et c'est ce que moi je trouve sale, immonde. On a déjà vu des procès qui ont été faits par vos confrères, par des politiques qui ont déjà condamné Steve Amoussou. On a déjà vu des procès qui ont été faits. J'ai même trouvé très maladroit que des politiques aillent se mettre devant la criette, alors que rien n'avait été dit pour soi-disant défendre telle personne, alors que ce n'est pas cette personne qui avait été à traite devant ce tribunal. Donc, il y a pour moi recel et blanchiment de crimes. La justice béninoise s'est rendue complice et coupable de recel et de blanchiment de crimes parce que elles ont pris en considération et jugé une personne qui a été amenée d'une manière irrégulière et consécutivement à un crime commis dans un pays étranger devant elle. Cela appelle une autre question que je me réserve de vous poser pour l'instant. Mais parlons de Steve Amoussou. On a parlé de ses ravisseurs, de ceux qui ont jugé ces derniers, tout le reste. Mais parlons de lui-même. Une curiosité qui allume les esprits. Nouroudine Sakassale. Steve Amoussou affirme avoir discuté avec ses ravisseurs, dont 2 cagoulés pendant 20 minutes, de 20 à 25 minutes. Est-ce plausible? Est-ce possible? Est-ce réaliste? Je me suis beaucoup gardé d'émettre une opinion sur tout cela. Parce que quand on écoute ce qui est dit par ses ravisseurs, c'est comme s'il était en état d'ébriété. C'est comme s'il avait bu, comme s'il était éméché. Est-ce qu'ils n'ont pas dit ça juste pour... Il était éméché. Pour faire tenir leur discours? Il a qui tient à peine? Je ne sais pas ce qui a été dit, puisque le procès n'a pas encore été ouvert. Ce qui s'est passé pour qu'il arrive à être en détention préventive jusqu'à la date de son procès, le 7 octobre, je crois. Si c'est, bien sûr. Voilà, après la reprise après les vacances judiciaires. Donc, ce qui s'est passé, ce qui a été dit, c'est un peu comme si ce que Steve Amoussou disait ne comptait pas. C'est un peu comme si ce qu'il disait ne comptait pas. Maintenant, on veut demander à quelqu'un qu'on accuse d'être en état d'ébriété de reconnaître quelqu'un qui est encagoulé, de reconnaître et d'identifier. Non, mais il a quand même pu reconnaître les deux qui n'étaient pas cagoulés. Ah, mais je ne sais pas ce qui lui a été proposé, ce qui lui a été dit pour qu'il reconnaisse. Et ça ressemble bien à ça, non? Est-ce que vous êtes sûr que vous, après avoir été roué de coups, si Steve Amoussou était conscient, pourquoi il ne s'est pas débattu pendant le transport, pendant la traversée de la frontière? Pourquoi il ne s'est pas débattu? Au moins pour que les autorités togolaises remarquent qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre dans la voiture. Et vous savez ce que ça fait aujourd'hui? Quand vous allez au Togo, je suis régulier au Togo, j'ai des activités économiques là-bas. Quand vous allez au Togo aujourd'hui, les plaques béninoises sont regardées bizarrement. Ah ouais? Surtout quand on dit une plaque officielle, c'est regardé bizarrement parce qu'on se dit c'est peut-être un crime qui est en train de se dérouler. Les plaques officielles franchissent toujours la frontière? Oui, elles peuvent y aller. Mais les plaques officielles, pour franchir la frontière, il y a une procédure administrative particulière. Je l'ai déjà fait. J'étais parti en mission pour le Bénin. Quand j'étais au cabinet du ministre d'État ABT, je suis allé en mission à la CEB avec une plaque officielle. Et je sais tout ce qu'il a fallu faire comme ordre de mission, procédure et tout et tout. Une fois arrivé au Togo, il faut se signaler. Au dernier poste de police avant la frontière au Bénin, il faut se signaler. Donc, il y a tout un tas de procédures. Et pourtant, eh bien, les ravisseurs ont opéré aussi facilement. Tranquillement. Et il se dit que lorsqu'ils ont avoué à leur ami, entre griffes, je pense qu'il y en a un qui a dit qu'il est ami de 30 ans, non, de Wanilo. De Wanilo, ouais. Voilà, que quand il a appelé son ami, il lui a dit, ah bon, vous avez enlevé quelqu'un, donc amenez-le à tel endroit, orientez-le vers tel endroit. Donc vous, on vous appelle, on vous confesse un crime, et vous dites d'amener la personne à la police. Alors que votre rôle devrait être de dénoncer ce crime, ou tout au moins de manière lâche, de vous en distancer. Vous, on va vous appeler, vous dire, ah, j'ai enlevé quelqu'un, hein. Qu'est-ce que je fais avec lui? C'est pour ça que je me dis, peut-être que ce qui est arrivé est le moindre mal. Peut-être qu'ils n'étaient pas allés là-bas dans le but de le kidnapper. Peut-être qu'ils étaient allés dans tout un autre but que la Providence a dévié.
heureusement pour la vie de Steve Amousou aujourd'hui. Question, toujours des Saka Saleh. Et si le nom qui était caché, le nom qui n'est pas révélé, était plus grand, plus important encore que celui de Wani Lo Medegan Fagla? Qui vous dit que c'est un seul nom? Ah ouais. Autre question. Qui vous dit que c'est un... On ne va nager que dans les questions. Hein. Qui vous dit que c'est un seul nom? Qui vous dit qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres? Qui vous dit que c'est fini? Qui vous dit que ça va s'arrêter là? En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, je crois que la décision de la Criette n'a pas encore influencé la justice togolaise. Le mandat d'arrêt est toujours en cours. Pour le savoir, c'est très simple, hein, puisque M. Fagla a été relaxé au Bénin des faits de kidnapping. Il peut estimer qu'il ne se reproche rien. Qui se promène dans le monde. Qui se promène. Qui se promène simplement. Et voilà. Et là, ça va nous rassurer qu'il ne se reproche rien réellement et que bon, il considère que la justice de son pays l'a innocenté au bénéfice du doute, ce qui m'a paru un peu particulier. Connaissant la Criette, elle n'est pas sensible au bénéfice du doute. Demandez à Joël Aïvoy, à Rekia ou aux autres si la Criette est sensible au bénéfice du doute. Alors, vous recommandez à Wanelo Medega Fagla de se promener à travers le monde pour qu'on puisse évaluer, n'est-ce pas, le travail de la Criette, l'intelligence béninoise. La justice béninoise l'a relaxé. Alors, donc, il a une fonction qui l'amène forcément à se déplacer. Oui. Je pense que j'ai déjà pris plusieurs vols avec lui pour aller en Côte d'Ivoire et autres. Donc, ses activités, son métier, c'est-à-dire sa fonction administrative au sein de l'État, l'oblige forcément à sortir. À se déplacer. Maintenant, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que le Béninois se sent en sécurité dans son pays et même en dehors? Comment est-ce que... Les questions que les Béninois se posent désormais depuis. Oui. Comment est-ce que les collaborateurs de M. Fagla vont accueillir les ordres qu'il va donner aujourd'hui? Est-ce que M. Wanilo Fagla... Ils vont avoir peur d'être enlevés aussi? Non. Je dis, admettons que vous êtes son collaborateur, que vous entendez, que vous voyez tout ce qui s'est passé à la Criette. Comment est-ce que vous acceptez maintenant les ordres qu'il vous donne? Vous soupçonnez que son autorité va baisser, c'est ça? C'est tout ça là qu'il faut qu'on se pose comme question. Comment est-ce que lui-même se sent dans son propre pays? Est-ce qu'il se sent en sécurité? Je vous ai dit que je me suis inquiété pour eux humainement. Alors, bien que ce que deux d'entre eux aient fait et confessé est répréhensible. Autre question. Pourquoi le gouvernement béninois ne l'a pas sauté de son poste? Même si il n'a pas participé à ceci, il n'a pas participé à cela, au nom de ces questions, pourquoi le Bénin ne le met pas à l'écart tout au moins? C'est à moi qui a été limogé pour avoir parlé, ça fait 8 ans, sans être écouté, sans être interrogé sur est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, que vous voulez poser la question de la présomption d'innocence, de me demander pourquoi il n'a pas été limogé de son poste. 8 ans, ça donne de l'expertise, non? Bon, moi je considère que sa fonction est peut-être plus importante que le fait de se mettre réellement à la disposition de la justice pour éclaircir définitivement ce cas-ci. Et peut-être que sa fonction est beaucoup plus importante que ce qui est dit là, pour enlever un pion aussi important, même si c'est 1 ou 2 journées, même s'il faut qu'on le mette, qu'on le suspende provisoirement pour qu'il règle définitivement cette question. Mais je pense que la célérité de la Criette est venue peut-être pour répondre à votre question. C'est-à-dire qu'il fallait sauver le soldat Wanilo Medegan Fagla. Alors, toujours des questions, plein de questions. On n'en posera certainement pas toutes au cours de cette émission. On ne va pas oublier celle-ci. Puisque la justice béninoise, vous n'êtes pas le premier à le dire, a fait preuve d'une grande célérité. Preuve de blanchiment et de recel de crime. Qu'est-ce que la justice béninoise risque? Puisqu'elle s'est comportée comme un individu comme vous et moi. Oui. Le recel et le blanchiment de crime est établi là, clairement. Et le procès de la Criette est venu confirmer cela. Que risquent les acteurs de la Criette? En dehors de la décrédibilisation d'une question de réputation, peut-être que la justice togolaise devrait lancer des mandats d'arrêt contre ces personnes, parce que ces personnes ne bénéficient d'aucune immunité. Contre le procureur spécial, contre le juge toute la chaîne qui a connu, qui a décidé et qui a profité entre griffes des fruits de cette infraction de kidnapping qui est un crime. Toute la chaîne, ils n'ont pas d'immunité particulière. Pour moi, la justice togolaise devrait lancer un mandat d'arrêt pour au moins ceux qui ont posé un acte positif. Je ne peux pas savoir tous ceux qui ont collaboré à cela, mais au moins les personnes dont les signatures sont apparentes. Que ce soit le greffier, que ce soit le juge, que ce soit les assesseurs, que ce soit tous ceux qui ont décidé
d'accepter Steve Amoussou, de le mettre en détention, en garde à vue, de le mettre aujourd'hui sous mandat de dépôt, tous ceux qui ont posé un acte positif devraient être interpellés. Pas interpellés avec des menottes, interpellés par... Devraient être appelés à répondre. Exactement. Pour qu'ils expliquent au moins, est-ce qu'ils savaient, en le jugeant, qu'il était venu à eux d'une manière irrégulière et consécutivement à un crime qui a été commis sur un territoire étranger. Ils n'ont pas pu ne pas avoir connaissance du fait, puisque Wanilo Medeglan a dit, Medegla plutôt, Medegan Fagla, qu'il me pardonne d'écorcher son nom, c'est l'émotion. Il a au moins eu l'honnêteté de le dire à ceux vers lesquels il les a envoyés. Les autorités de police. Il se dit qu'il y a la police qui a récupéré Steve Amoussou à la frontière. Qui a décidé? La hiérarchie policière. La police ne fonctionne pas comme dans un moulin. Il a bien fallu avoir un ordre pour qu'ils aillent à la frontière, le récupérer et le ramener et le confier. Quel est le juge qui a reçu, qui a décidé de son placement en garde à vue? Tout cela, il faut que la genèse soit faite et que nous puissions au moins savoir si ces personnes-là ont agi en connaissance du fait que c'était consécutif à un crime et pourquoi les personnes qui ont commis ce crime étaient libres jusqu'à leur comparution devant la criette. Trop de questions, trop de curiosité dans ce dossier Noureddine Saka Saleh. Malheureusement, on arrive au thème de cette émission. J'espère que vous allez trouver d'autres personnes beaucoup plus férues que moi, beaucoup plus impliquées et imprégnées du droit pénal que moi. Parce que vous avez vu, je n'ai fait que poser des questions. Oui, justement. Tout naïvement, je ne connais pas le droit pénal. J'ai presque envie de m'excuser auprès des auditeurs. Je ne sais pas si non, ils vont se poser qui recherchent des réponses, ils ont pu trouver leur compte dans cette émission. Non, j'ai confessé que je ne suis pas un spécialiste du droit pénal. Même si vous avez fait deux ans. J'ai fait 2 fois la deuxième année de droit. En tout cas, merci à vous, Noureddine Saka Saleh. Je rappelle que vous êtes juriste, même si vous n'êtes pas pénaliste. Vous êtes juriste bien connu, juriste élaboré, politique avéré par ailleurs. Merci, si vous le dites. Merci à chacun, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Grand Angle, ça n'est fini pour ce dimanche avec à la réalisation Samuel Hundio et Jacob Godonou. Grand Angle, c'est encore dimanche prochain.